Le père découvrait chaque jour des traces d'aiguilles sur le bras de son fils, et la vérité le mit à genoux. Bonjour à tous. Profitez de ces moments de calme et de réflexion en contemplant Chicago au hiver, humide et froid, comme si le ciel lui-même partageait le souffle lourd des ouvriers sous les lumières jaunes tamisées des banlieues. Dans un vieil immeuble, où la rouille maculait les balcons et où les portes en bois grinçaient à chaque coup de vent, vivait un homme de 38 ans, Andrew. Il travaillait comme balayeur de voirie. Émacié et buriné par le soleil et le vent, ses yeux étaient constamment cernés de cernes, non seulement à cause des doubles journées de travail, mais aussi à cause des nuits blanches qui avaient suivi le décès de sa femme, Marie, décédée d'une insuffisance rénale un an plus tôt. Leur fils unique, Lucas, aujourd'hui âgé de 15 ans, était en 3e à l'école publique voisine. Il avait toujours été un bon élève, peu d'amis, toujours à l'heure à la maison, jamais du genre à causer des ennuis. Mais depuis la mort de sa mère, quelque chose avait changé chez Lucas. Il n'était ni bruyant ni rebelle comme les autres adolescents, mais son silence grandissant troublait profondément Andrew. Ce matin-là, avant que le soleil ne perce le brouillard par la fenêtre, Andrew sortit de sa chambre, prenant soin de ne pas réveiller son fils. Le petit déjeuner était déjà prêt, 2 tranches de pain grillé nappées de confiture et une tasse de lait chaud. Mais Lucas n'était pas encore sorti. Andrew a frappé à la porte de son fils. « Lucas, il est temps de se lever. Tu vas être en retard. » Pas de réponse. Andrew ouvrit lentement la porte et trouva son fils affalé sur son bureau, endormi, la lampe allumée. Il s'approcha et posa doucement une main sur l'épaule de Lucas. « Lucas, pourquoi dors-tu ici? Va te coucher. » Lucas se réveilla en sursaut, les yeux rouges et épuisés. Il marmonna, « J'étudiais tard. Il se passe quelque chose? Pourquoi m'évites-tu? Tu ne me parles plus, tu as sauté le petit déjeuner toute la semaine et tu t'endors sans arrêt comme ça. » Lucas ne dit rien, la tête baissée. Andrew le regarda, le cœur lourd. Il prit une profonde inspiration. « Je ne lis pas dans les pensées, Lucas. S'il se passe quelque chose, parle-moi. Ne m'inquiète pas. » Je vais bien, répondit doucement Lucas, comme s'il voulait simplement que la conversation se termine. Mon fils, je ne veux pas continuer à deviner ce que tu penses ou ressens. C'est épuisant de te voir me rejeter chaque jour. Le garçon baissa la tête et entra dans la salle de bain sans un mot. La porte se referma doucement, mais pour Andrew, ce fut comme une gifle. Il soupira et retourna à la table de la cuisine. Le lait avait refroidi. La chaise en face de lui était vide, comme pour lui rappeler que, dans cette maison, il était le seul à tenter encore de s'accrocher à quelque chose qui lui échappait peu à peu. À la station de collecte des déchets près de la station de métro Englewood, Andrew travaillait l'après-midi avec Ethan, un ami proche et collègue de longue date. Ils nettoyaient souvent ensemble les mêmes rues poussiéreuses et encombrées de circulation. Ce jour-là, alors qu'il poussait le chariot à ordures dans une ruelle étroite, Ethan lui dit « Tu as l'air épuisé. Encore des problèmes avec l'enfant ?» Andrew secoua la tête. Ils ne discutent pas. Ils restent silencieux. Et ce silence est pire que des cris. Ethan essuya la sueur de son front et parla avec sympathie. « Je comprends. Un adolescent, sans mère, il peut se transformer en inconnu sous tes yeux. Mais il faut être patient, Andrew. J'essaie. Mais j'ai l'impression de perdre mon fils, et je ne sais pas pourquoi. » Ethan posa une main sur l'épaule de son ami et hocha la tête. « Reste à ses côtés. Même s'il ne dit pas un mot, il a besoin de quelque chose sur quoi s'appuyer. Ne le laisse pas croire qu'il est seul. » Ce soir-là, en rentrant à la maison, Andrew vit Lucas assis sur le canapé, son sac à dos serré contre lui. Il venait de rentrer de cours. En voyant son père, Lucas se leva vivement. « Je vais étudier à l'étage. »« Attends, » dit Andrew. « Assieds-toi une minute. On discute. » Lucas hésita, puis s'assit, les 2 mains sur les genoux, les yeux détournés de son père. « Ta mère te manque ?» demanda doucement Andrew. « Ouais. Moi aussi. Chaque soir, en rentrant, j'espère encore la voir cuisiner, et toi, en train de déblatérer sur des choses étranges à l'école. » « Les choses ne sont plus comme avant, » dit Lucas, sans toujours le regarder. « Non, pas du tout. Mais on est toujours là l'un pour l'autre, non ?» Lucas pinça les lèvres, puis se leva. « Je dois réviser. » Andrew serra les poings sous la table, suivant du regard la silhouette de son fils qui disparaissait dans l'escalier. Il y avait quelque chose en lui qu'il ne pouvait atteindre,
et cela lui donnait l'impression de perdre peu à peu sa place de père. Ce soir-là, Andrew était assis sur le balcon et fumait une cigarette pour la première fois depuis des années. Il n'en avait pas touché une depuis le diagnostic de Marie. Mais ce soir-là, il avait besoin de quelque chose pour garder les pieds sur terre. De l'autre côté du bâtiment, Madame Isabelle, une voisine veuve et curieuse, est sortie pour arroser ses plantes. Lucas a changé ces derniers temps. Des cernes, il marche toujours comme un fantôme. Quelque chose ne va pas, Andrew? Une affaire de famille, répondit sèchement Andrew. Eh bien, on dit que là où il y a de la fumée, il y a du feu. Ces jeunes d'aujourd'hui, dangereux. Il vaut mieux le surveiller. On ne sait jamais. Je connais mon fils. Bien, répondit Isabelle en retournant vers son appartement, mais pas avant d'avoir lancé un dernier commentaire. Beaucoup de parents pensent savoir. En fait, ils n'y connaissent absolument rien. Andrew écrasa sa cigarette, le regard perdu dans l'obscurité entre les bâtiments. Le silence était si épais qu'il entendait le tic-tac de l'horloge dans le salon. C'était le seul bruit qui lui rappelait que le temps continuait de s'écouler et qu'il était toujours impuissant. Le lendemain matin, Andrew fut réveillé par des pas légers. Lucas sortait de la maison sur la pointe des pieds. Il n'était que 5 heures du matin. Lucas? Le garçon sursauta. Je voulais juste aller me promener. Pourquoi ne pas dormir un peu plus? Je n'arrivais pas à dormir. Tu me caches quelque chose? Il n'y a rien. Alors pourquoi tu m'évites sans cesse? Pourquoi tu ne parles pas? Tu ne me fais plus confiance? Lucas ne dit rien. Il ouvrit la porte et sortit, laissant Andrew seul dans la maison glaciale. Ce soir-là, Andrew était assis tranquillement à table. La place en face de lui était toujours vide. Un vide rampant l'enveloppait. Ce qu'il croyait autrefois solide, l'amour paternel, la connexion, la confiance se brisait maintenant comme une vitre brisée. Il murmura, « À quoi penses-tu, Lucas? Que ai-je fait de mal ?» Andrew ne se souvenait pas exactement quand les soupçons avaient commencé, seulement que c'était une nuit particulièrement calme, avec le vent sifflant à travers la fenêtre comme un avertissement invisible. Lucas venait de finir de prendre sa douche. L'eau avait cessé de couler, mais la lumière de sa chambre était toujours allumée. Andrew s'apprêtait à étendre des vêtements lorsqu'il s'est souvenu qu'il avait laissé une serviette dans la chambre de son fils. Lucas, frappa-t-il doucement. J'ai presque fini, dit la voix de Lucas depuis la salle de bain. Sans attendre, Andrew ouvrit la porte pour récupérer la serviette. Mais dès qu'il entra, son regard se posa sur le sac à dos de Lucas partiellement ouvert, une bretelle pendante. Un éclair traversa son esprit. Il jeta un coup d'œil autour de lui, puis s'approcha. Il n'avait jamais eu l'habitude de vérifier les affaires de son fils, mais cette fois, sa main bougea d'elle-même et abaissa la fermeture éclair. À l'intérieur du sac à dos se trouvait un petit sac en plastique opaque niché parmi quelques manuels scolaires. Lorsqu'il l'ouvrit, Andrew resta figé. À l'intérieur se trouvait un kit de seringues à usage unique, une petite boîte sans étiquette et plusieurs lingettes alcoolisées. Tout était d'une propreté irréprochable, d'une propreté méticuleuse. Son cœur battait fort. Une sensation de brûlure le parcourut de la poitrine à la tête. Andrew resta figé pendant plusieurs secondes, puis rangea rapidement tout, ferma le sac et s'assit sur le bord du lit, avec l'impression que le sol sous lui avait disparu. Juste à ce moment-là, Lucas entra. Il portait une chemise à manches courtes, ses cheveux encore humides. Andrew leva les yeux, sur le point de dire quelque chose, mais son regard se posa sur le coude de son fils. Il y avait de petites ecchymoses sombres et groupées. Pas des piqûres d'insectes, mais autre chose. Elles étaient régulièrement espacées, comme des marques d'aiguilles. Andrew s'efforçait à rester calme. « Qu'est-il arrivé à ton bras ?» Lucas tressaillit et remonta rapidement sa manche. « Rien. J'ai heurté le bureau. » « Quel genre de boss laisse des traces pareilles? Tu me crois aveugle? » « Je vais bien. » « Vraiment. » Andrew ne dit rien d'autre. Il fixa simplement son fils, ses yeux reflétant une tempête d'émotions qu'il ne pouvait dissimuler. Lucas se détourna, se dirigea vers son bureau et s'assit en silence. Le dîner de ce soir-là se passa dans un silence si lourd et étouffant que même le faible bruit d'une cuillère frôlant une assiette résonna dans l'esprit d'Andrew comme un marteau frappant l'acier. Chaque fois qu'il regardait son fils, un mot tournait sans relâche dans ses pensées, tournoyant comme un cyclone, dépendance, un mot qu'il n'avait jamais associé à Lucas, qu'il n'aurait jamais imaginé pouvoir faire de l'ombre au nom de son fils.
Une fois la vaisselle débarrassée, Andrew s'assit seul dans le bourdonnement silencieux du salon, allumant son vieil ordinateur. L'écran éclairait son visage tandis qu'il tapait fiévreusement, le cœur battant point signe de toxicomanie, traces de seringue, manque de sommeil, sevrage point chaque résultat lui semblait un coup de poignard. Son souffle s'arrêtait à chaque paragraphe. Les adolescents toxicomanes peuvent avoir des ecchymoses au niveau du coude ou du haut du bras. Ils cachent souvent des seringues, évitent les repas de famille, s'endorment pendant la journée et connaissent de brusques sautes d'humeur. Andrew déglutit difficilement. Chaque mot traçait un portrait qu'il ne voulait pas reconnaître. Chaque description correspondait trop parfaitement à Lucas. Ses mains devinrent froides. Ce froid ne venait pas de la pièce, mais d'un endroit profond en lui, un endroit où la peur avait pris racine. Plus tard dans la nuit, alors que Lucas montait les escaliers, la voix d'Andrew résonna dans le couloir. « Asseyez-vous. » Lucas se figea, ses yeux tombant au sol, refusant de rencontrer ceux de son père. « Que me caches-tu » demanda Andrew d'un ton sec. « Je te l'ai dit, je vais bien » répondit Lucas d'un ton neutre. « Quelles sont ces marques sur ton bras ?»« Je ne veux pas parler de ça. » Andrew frappa la table du poing. Le bruit fit trembler le verre. « Tu ne veux pas » s'exclama-t-il d'une voix forte. « Tu crois que, avoir le droit de ne pas le faire ? Sais-tu seulement ce qui m'est passé par la tête ?» Lucas fit un pas prudent en arrière. « Tu comptes te jeter dans le même trou qu'eux ? C'est ça ? » Lucas tressaillit. « Tu penses que je suis toxicomane ? Alors dis-moi, c'est quoi cette seringue que j'ai trouvée dans ton sac à dos ? Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte à médicaments banalisée ? Tu crois que je ne sais pas utiliser Google ? » Lucas resta figé, les poings serrés. « Je ne suis pas accro. Je n'ai rien fait de mal. » Alors explique-le. « Je ne peux pas. » Ces 3 mots blessèrent Andrew plus profondément que tout le reste. Il s'effondra sur la chaise derrière lui, le visage entre les mains. Lucas recula silencieusement, se retourna et disparut dans sa chambre. Il ferma la porte sans un mot. La maison, autrefois remplie de bruits ordinaires, sombrait dans un silence qui n'était plus paisible, il était étouffant. Le lendemain matin, quand Ethan est venu chercher Andrew pour le travail, il a immédiatement remarqué le regard distant et brisé sur le visage de son ami. Ce qui s'est passé ? Andrew le regarda, les yeux creux. Je crois que Lucas se drogue. Ethan se raidit. Quoi ? J'ai trouvé des seringues dans son sac à dos, dit Andrew d'une voix brisée. Il a les bras meurtris. Il s'endort dans des endroits étranges, cachant des médicaments sans étiquette. Il refuse de me parler. Ethan resta silencieux un long moment, puis dit doucement, ce n'est peut-être pas ce que tu crois. Ne tire pas de conclusions hâtives. Je ne peux plus me permettre de faire des suppositions, répondit Andrew, l'amertume montant. J'ai déjà perdu ma femme. Je ne peux pas perdre mon fils unique en plus. Ethan posa une main sur son épaule, l'air inquiet. Si c'est vraiment si grave, tu dois avoir une vraie conversation avec lui. Ou demander de l'aide à quelqu'un. Cet après-midi-là, quand Andrew rentra chez lui, Lucas était parti. Dans sa chambre se trouvait un carnet ouvert, posé sur le bureau. Andrew entra, scrutant chaque recoin du regard. Une patère de rechange. Un verre vide. Un carnet de croquis poussiéreux sur l'étagère. Des objets ordinaires, pourtant, à cet instant précis, il semblait murmurer quelque chose qu'Andrew ne comprenait pas vraiment. Chaque objet était comme un cri discret, implorant d'être entendu. Puis, on frappa à la porte. Madame Isabelle se tenait sur le seuil, un sac poubelle à la main. Mais elle ne partit pas immédiatement. Elle s'attarda, à voix basse. « Votre fils se comporte bizarrement ces derniers temps, dit-elle. Je l'ai vu se faufiler dans la pharmacie un matin. Tôt. Ça ne me semble pas normal. » Andrew fronça les sourcils. « Quelle pharmacie ? » Ce petit sur Main Street, répondit-elle. Je l'ai vu là-bas. Lundi. Après son départ, Andrew resta immobile pendant un long moment, comme si toutes ses peurs se transformaient lentement en une forme monstrueuse juste devant lui. Plus tard dans la soirée, quand Lucas revint enfin, Andrew l'attendait déjà dans le couloir. Il ne parla pas. Il se contenta de le fixer du regard. Lucas passa sans un mot. Sans un regard. Sans un salut. La distance qui les séparait ressemblait désormais à un canyon, large et froid. Andrew se détourna,
mais le cri qui montait en lui refusait de s'éteindre. « Fils, que se passe-t-il vraiment ?» Après des jours de tension insupportable, la maison, autrefois refuge, ressemblait à une prison. Le silence de Lucas n'était plus doux. Il était comme du verre, transparent, mais impossible à percer, coupant Andrew à chaque tentative. Tôt le lendemain matin, alors que Lucas dormait encore, Andrew entra dans la chambre de son fils, non pas par colère ou suspicion, mais par désespoir. La peur avait pris le dessus. Il fouilla les tiroirs, le placard, sous le lit. Et là, dans une vieille boîte à chaussures, il la trouva. Une petite pochette noire. À l'intérieur se trouvaient 3 seringues usagées, enveloppées dans du papier toilette, ainsi que des bouts de papier décolorés, flous, probablement des emballages de médicaments. Pas d'étiquette. Pas de notice. Pas de marque. Juste des objets. Des objets qui faisaient battre son cœur comme un tambour de guerre. Ses mains tremblaient. Il tenait la bourse comme s'il tenait son propre cœur brisé. Il sortit de la pièce, ferma la porte et s'affala sur une chaise. Son étreinte se resserra autour de la preuve. Ses lèvres se pincèrent jusqu'au sang. Ce soir-là, Lucas n'avait même pas retiré son sac à dos quand Andrew lui bloqua le passage. « Nous devons parler. » Lucas hésita, incertain, mais ne bougea pas. Andrew s'avança et posa la pochette sur la table. « Qu'est-ce que c'est ?» Lucas se figea. Son visage était décoloré. Il fixait la pochette comme une grenade prête à exploser. « Tu comprends ce que c'est ?» demanda Andrew, la voix tremblante. « Tu sais combien d'enfants meurent à cause de seringues comme celle-ci » Lucas commença à respirer lourdement. « Je ne les utilise pas comme tu le penses. »« Pas comme je le pense ?» Andrew s'approcha. « Alors explique-moi. Pourquoi me caches-tu tout ça? Tu m'évites, tu sautes des repas, tu me caches des choses, et, c'est ce que je trouve ?» Lucas n'a rien dit. Andrew hurla, la douleur le déchirant comme un feu. « Veux-tu te suicider comme ta mère? Elle n'est partie que depuis peu, tu comptes me quitter aussi ?» Pour la première fois, quelque chose se brisa chez Lucas. Sa voix s'éleva, furieuse. « Ne parle pas de maman comme ça. Tu crois que je ne souffre pas? Tu crois que je suis en pierre? Tu es tout ce qu'il me reste d'elle, et maintenant tu détruis même ça. Je ne suis pas ce que tu crois. Je n'ai rien fait de mal. » Le cœur d'Andrew se brisa. Et avant qu'il puisse s'en empêcher, sa main se leva et se posa délicatement sur la joue de Lucas. Ce n'était pas une gifle violente, mais c'était suffisant. De quoi briser le petit fil qui les retenait encore ensemble. Lucas le fixa, les yeux rouges et tremblants. Puis il se retourna et monta en courant, claquant la porte derrière lui. Le bruit résonna comme un coup de feu. Comme le chagrin lui-même. Cette nuit-là, Andrew était assis dans le salon, incapable de dormir. Ses yeux étaient creux. De la chambre de Lucas parvenaient de légers sanglots, étouffés et ténus, comme un chaton qui pleure dans le noir. Mais chaque son transperçait Andrew comme du verre. Vers minuit, on frappa à la porte. C'était Ethan. « J'ai vu ta lumière, dit-il. Quelque chose ne va pas? » Andrew ne répondit pas. Il s'écarta simplement et le laissa entrer. Ethan s'assit tranquillement, lisant la dévastation sur le visage de son ami. Après plusieurs longues minutes, Andrew parla enfin. « J'ai giflé Lucas. » Ethan cligna des yeux, stupéfait. « Tu as quoi ?» Andrew secoua la tête, les yeux creux. Il n'arrêtait pas de cacher des choses. « J'ai trouvé d'autres seringues. Je n'en pouvais plus. » Ethan soupira profondément. « Je comprends. Mais, le frapper, ça arrange quoi? » « Je ne voulais pas, dit Andrew. Je suis épuisé. J'ai peur. J'ai peur de le perdre. Comme j'ai perdu Marie. » Ethan tendit la main et la posa fermement sur son épaule. « Peut-être qu'il souffre d'une façon que tu ne vois pas. Tous les silences ne sont pas des péchés, Andrew. » Le lendemain matin, Andrew poussait son chariot poubelle sur les trottoirs fissurés du centre-ville de Chicago. Le ciel était gris. Son esprit était embrumé par le manque de sommeil. Une vieille femme, Catherine, cria depuis le coin où elle vendait toujours des billets de loterie. « Monsieur Andrew. J'ai entendu ce que Madame Isabelle a dit à propos de Lucas. Tout va bien? » Il n'a pas répondu. Elle secoua la tête.
Je connais ce garçon depuis qu'il est petit. Ce n'est pas un mauvais garçon. S'il se tait, il souffre. Parle-lui comme à un père. Pas comme à un policier. Les mots ont profondément touché. Andrew fit un petit signe de tête et continua tranquillement son chemin. Plus tard dans la journée, de retour à la maison, il se dirigea vers la porte de Lucas, sur le point de frapper, puis s'arrêta. Quelque chose a attiré son attention. Un morceau de papier s'était glissé sous la porte. Andrew se pencha, le ramassa et lut l'écriture brouillonne et désordonnée, écrite à l'encre bleue. « Papa ne me fait pas confiance. Je le sais, mais je ne sais pas quoi faire d'autre pour qu'il me croie. » Andrew serra le papier dans sa main et resta silencieux dans le couloir. Une douleur sourde lui pulsait dans la poitrine, profonde et constante. Ce soir-là, les voisins se sont à nouveau réunis dans la cour de l'appartement. Madame Isabelle n'a pas manqué l'occasion de s'exprimer. « Je te l'ai dit, il y a quelque chose qui cloche. Hier encore, je l'ai vu porter une boîte de médicaments à la pharmacie. »« Quelle pharmacie ?» a demandé quelqu'un. « Ce petit magasin au coin de la rue. La pharmacie Johnson. » Il cachait cette boîte comme si c'était un secret, a-t-elle ajouté. Un homme d'âge moyen nommé Frank, qui n'avait jamais aimé Andrew, s'est lancé. « Ma fille m'a dit avoir vu Lucas acheter des seringues plus d'une fois. Tous ces enfants qui s'injectent des aiguilles, il n'y a pas de retour en arrière. » Ces murmures parvinrent aux oreilles d'Andrew alors qu'il passait par hasard dans la cour arrière. Il resta immobile, les poings serrés. Ces gens ne savaient rien, et pourtant ils étaient prêts à condamner un enfant sur la foi de Rago. En montant les escaliers, Andrew sentit son cœur bouillonner. Non pas de colère envers les voisins, mais envers lui-même. Parce qu'il ne pouvait pas protéger Lucas de leur venin, et pire encore, il ne pouvait pas protéger Lucas de ses propres doutes. Tard dans la nuit, Andrew était assis seul dans le salon, son téléphone à la main. À l'écran, un message non envoyé à Lucas s'affichait, quelques lignes seulement, « Si jamais tu veux parler, je suis là pour t'écouter. » Mais il ne l'envoya pas. Sa main trembla. Il l'effaça. Le retapa. L'effaça à nouveau. À la fin, il s'est simplement murmuré, « Lucas, où es-tu vraiment ?» 3 jours passèrent. La petite maison resta figée. Lucas ne parlait pas à Andrew. Il allait tranquillement à l'école, revenait, mangeait très peu et restait enfermé dans sa chambre. Andrew n'essayait pas non plus d'engager la conversation. La culpabilité le gardait silencieux, mais la suspicion ne s'estompait jamais. Elle lui restait accrochée comme un crochet de fer froid dans la poitrine douloureuse et lancinante. Puis, jeudi matin, Andrew a décidé de prendre congé. En partie par épuisement, mais surtout parce qu'il avait besoin de savoir ce que faisait réellement son fils. Il se leva à 4 heures du matin, se cacha derrière le rideau de la fenêtre, le cœur battant la chamade en entendant la porte de Lucas s'ouvrir. Le garçon sortit discrètement, son sac à dos en bandoulière. Andrew enfila rapidement un manteau, retira son bonnet et se glissa dehors pour le suivre. Gardant ses distances, Lucas traversa 3 pâtés de maison et s'arrêta devant une petite boulangerie appelée la boulangerie de Marie, nichée dans un coin du quartier. Andrew l'avait à peine remarqué auparavant. L'horloge indiquait seulement 4h50 du matin. Lucas est entré. À travers la vitre embuée, Andrew le vit enfiler un tablier et rejoindre une femme d'âge mûr, probablement la propriétaire. Ils commencèrent à faire du pain, pétrir la pâte, badigeonner les petits pains de dorure à l'œuf. La pièce baignait dans une douce lumière, un confort étrange. Mais le cœur d'Andrew se sentait encore plus embrouillé. « Il travaille » marmonna Andrew. 3 heures plus tard, Lucas quitta la boulangerie, son sweat à capuche relevée, et traversa rapidement plusieurs pâtés de maison en direction d'une route principale. Andrew a continué à le suivre. Le garçon s'arrêta devant une petite pharmacie avec une vieille enseigne Pharmacie Smith après avoir jeté un coup d'œil autour de lui, il entra. Andrew attendit, puis s'approcha, faisant semblant de regarder à travers la vitrine. À l'intérieur, il vit Lucas parler à une jeune pharmacienne petite, cheveux bruns bouclés, blouse blanche. Elle lui semblait familière. Lucas sortit un papier plié de son sac à dos et désigna une petite boîte derrière le comptoir. La jeune fille hocha la tête et récupéra la boîte, identique à celle qu'Andrew avait vue auparavant. Lucas paya avec une poignée de pièces et quelques billets froissés. Après avoir reçu le médicament, il baissa la tête, la remercia et partit pour rentrer chez lui. Andrew resta figé. Un frisson lui parcourut l'échine. Pourquoi achète-t-il des médicaments ici?
Pourquoi me les cacher? Pourquoi travailler le matin juste pour acheter des médicaments? Il se détourna et se dirigea vers la gare routière. La tête pleine de théories, il s'interrogea. Quel est ce médicament? Si ce n'est pas une drogue, alors c'est quoi? Cet après-midi-là, Andrew se présenta à la station-service comme d'habitude. Ethan sirotait un café. En voyant son ami, il parut surpris. « Je pensais que tu avais pris toute la journée de congé. Je devais travailler. Mais ce matin, j'ai suivi Lucas. » Ethan se redressa. Qu'a-t-il fait? Il se réveillait à 4h30, allait à la boulangerie et travaillait jusqu'à 8h. Puis il s'arrêtait à la pharmacie, achetait une boîte de médicaments et rentrait chez lui. Il travaille si tôt? Ouais. Ethan se gratta la tête. Il essaie probablement de gagner son propre argent. Peut-être d'économiser pour quelque chose. Les enfants font ça. Andrew secoua la tête. Il dépense son argent en médicaments. Et pas en médicaments classiques. Sans étiquette, sans ordonnance. Il le cache comme si c'était dangereux. Ethan se tut. Au bout d'un moment, il dit, peut-être que quelqu'un le force. Comme un trafiquant de drogue. Un intermédiaire. Tu y penses? J'ai pensé à tout. Ça pourrait être grave, Ethan. Ethan regarda son ami avec inquiétude. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Andrew ne répondit pas. Il fixait simplement le lointain, où le ciel prenait une teinte dorée pâle et poussiéreuse au coucher du soleil. Tout semblait annoncer un orage imminent non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de sa propre maison. Ce soir-là, quand Lucas rentra à la maison, Andrew ne dit pas un mot. Il resta simplement assis à table, regardant son fils monter les escaliers sans une seule réprimande. Mais dans son esprit, une décision prenait forme. Il avait besoin de preuves. Il avait besoin de savoir, de voir par lui-même. Le lendemain, Andrew se rendit à un stand d'électronique au marché de Maxwell Street. Il s'entretint avec un jeune homme nommé Daniel, le propriétaire du magasin. J'ai besoin d'une petite caméra. Cachée. Sans fil. Capable d'enregistrer sur une carte mémoire. Daniel haussa un sourcil. Qui espionnes-tu? Mon fils. Laisse-moi deviner. Tu soupçonnes la même chose qu'à la télé. Andrew n'a rien dit. Daniel hocha la tête, sortit une caméra pas plus grande qu'1 pouce et expliqua comment l'installer et l'utiliser. Elle pouvait être installée dans un coin de placard ou à l'intérieur d'une lampe de bureau. Elle pouvait aussi enregistrer du son. Andrew a payé et est parti tranquillement. Cette nuit-là, Lucas ferma sa porte à clé comme d'habitude. Une fois endormi, Andrew la déverrouilla avec un double de clés et installa la caméra sur l'étagère, braquée sur le bureau. Il se comportait comme un voleur, mais au lieu de voler, il cherchait à regagner une confiance perdue. Le lendemain, il a ouvert son ordinateur portable et a visionné les images. Il vit Lucas rentrer chez lui, verrouiller la porte, tirer les rideaux, puis ouvrir un tiroir. Il en sortit la boîte à médicaments la même qu'Andrew avait vue, ainsi qu'un flacon d'alcool isopropylique, des cotons et une seringue neuve. Lucas se nettoya le bras et s'injecta calmement. Sans tremblement. Sans peur. Comme quelqu'un qui l'avait fait 100 fois. Ensuite, il écrivait quelque chose dans un petit carnet, puis rangeait tout. Pas de téléphone. Pas d'appel. Pas de jeu. Juste un enfant qui s'injecte, puis écrit tranquillement dans un journal. Andrew s'effondra sur sa chaise. Ses lèvres étaient si serrées qu'elles saignaient. La confusion le submergea comme une tempête. Si c'était un médicament, pourquoi son fils ne le lui avait-il pas dit? Mais si c'était dangereux, pourquoi était-il si calme, si seul? Toute raison cédait désormais la place à la peur. Et la rage qui s'était accumulée toute la semaine commença à fermenter. Lucas ignorait toujours qu'il était surveillé. Il continuait d'aller à l'école, au travail, et rentrait chez lui aussi silencieux que d'habitude. Mais Andrew n'en pouvait plus. Sous la lumière jaune lasse, il regarda son fils passer devant le salon en silence. Il tenait dans sa main la clé USB contenant les images, soit une preuve accablante, soit une lame s'enfonçant plus profondément dans le cœur d'un père. La clé USB était posée sur la table comme un objet étranger, brillant faiblement dans la pièce sombre. Andrew avait regardé les images 3 fois, chaque visionnage déclenchant une nouvelle tempête en lui. L'image de Lucas injectant quelque chose dans le haut du bras.
puis écrivant doucement dans son petit carnet. Le visage si engourdi qu'il semblait détaché de la vie. Cela ne quittait pas l'esprit d'Andrew. Aucune explication. Aucun signe visible indiquant que le garçon avait besoin d'aide. Juste une action répétée, comme un rituel imprégné de mystère. Ce soir-là, à 21h précises, Lucas ouvrit sa porte, se dirigeant probablement vers la cuisine. Andrew était assis à la table à manger, sa main posée sur la vieille boîte à médicaments, la clé USB posée à côté. Le plafonnier projetait des ombres nettes sur son visage, lui donnant un aspect sombre et pierreux. Lucas se figea à cette vue. Ses yeux passèrent de la boîte à médicaments à la clé USB, puis se fixèrent sur le regard de son père. « Tu es entré dans ma chambre ?» demanda Lucas, sa voix tendue comme une corde sur le point de se rompre. « Oui » répondit Andrew sans nier. « J'ai tout vu. Vous m'avez filmé sans permission. J'avais le choix ? Tu t'es caché de moi, tu m'as évité, tu t'es injecté quelque chose. Tu penses que je n'ai pas le droit de savoir ?» Lucas s'avança, le visage pâle. « Tu ne comprends rien. Alors explique-moi. » Andrew frappa la table. « C'est quoi ce médicament ? Pourquoi te lèves-tu à 4 heures du matin pour aller travailler, puis l'achètes-tu en cachette et te l'injectes-tu tous les jours comme un toxicomane ? Tu essaies de mourir devant moi. » Lucas baissa les yeux, serrant fermement la boîte. « N'y touche pas » a-t-il dit sèchement. « Tu as si peur que je sache la vérité ? Tu ne comprends pas, et tu n'as jamais essayé de comprendre, parce que tu ne m'en as jamais laissé l'occasion. Vous vivez dans cette maison comme un étranger, pas de conversation, pas de contact visuel, pas de partage. Si tu n'es pas accro, alors qu'est-ce que tu fais ? » Lucas respirait fort maintenant, fit un pas en arrière, les bras étroitement enroulés autour de la boîte. « Tu n'as pas le droit de dire ça. C'est vrai ? Je suis ton père. J'ai le droit, quand je vois mon fils se piquer comme un drogué. Je ne suis pas un drogué. » Alors qu'est-ce que c'est ? Cria Andrew. Où vas-tu encore te taire ? Continuer à te cacher et me laisser imaginer le pire ? Lucas commença à trembler, ses yeux étaient rouges. Il semblait sur le point de dire quelque chose, mais il se retint. Un lourd silence s'installa dans la pièce. La voix d'Andrew baissa, basse et définitive. À partir de maintenant, je ne te vois plus comme mon fils. Silence. Lucas s'est figé. Cette phrase lui a frappé comme un coup de poing, non pas au visage, mais directement au cœur. Il serra plus fort la boîte de médicaments, les lèvres tremblantes. « Je suis désolé » murmura-t-il. Sa voix était douce, comme une goutte de pluie dans une tempête. Pas de larmes. Aucune protestation. Une seule excuse qui a contenu l'effondrement d'un enfant solitaire. Il se détourna et monta à l'étage. Andrew ne l'a pas arrêté. Il se tenait juste là, le cœur battant, avec l'impression d'avoir brûlé le seul pont qui le reliait encore au reste de sa famille. Lucas ferma la porte et la verrouilla. Il était assis à côté de son lit, sa boîte à médicaments toujours à la main. Ses doigts tremblaient lorsqu'il sortit le petit carnet caché sous son oreiller et le tourna jusqu'à la dernière page. Il a écrit quelque chose, chaque mot, chaque ligne, lui donnait l'impression d'une prise désespérée sur le dernier peu de raison qui lui restait. Andrew est sorti sur le balcon et a allumé une cigarette. Le vent de la nuit lui glaçait le cou. De l'autre côté du chemin, les lumières de Madame Isabelle étaient à nouveau allumées. Sa voix aiguë a surmonté le silence. « Je te l'avais dit. » On voyait bien, rien qu'au visage de ce garçon, que quelque chose n'allait pas. Pâle comme un fantôme. Maigre comme l'enfer. C'est définitivement un accro. Une autre voix de femme répondit, moins claire. Pauvre Andrew, il a perdu sa femme et maintenant son fils. Andrew a écrasé la cigarette contre la balustrade du balcon. Sa poitrine semblait remplie d'un rocher qui l'étouffait. Le lendemain matin, Lucas n'est pas descendu pour le petit déjeuner. Andrew a laissé une tasse de lait chaud devant sa porte. Ne frappez pas. Pas de mots. Mais la coupe resta intacte jusqu'à midi. Quand Ethan a appelé, Andrew a hésité, puis a répondu. « Tu tiens le coup ?» demanda Ethan. « Je ne sais plus. Ce qui s'est passé ? J'ai dit à Lucas que je ne le considérais plus comme mon fils. » La ligne est restée silencieuse pendant un long moment. Puis Ethan soupira. « Andrew, pourquoi dis-tu ça ? Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je l'ai vu se faire une injection.
J'ai perdu le contrôle. Tu pensais le protéger. Mais ce que tu as fait, c'est de le pousser d'une falaise. Les enfants n'ont pas besoin de père parfait. Ils ont juste besoin de leur père là-bas. Andrew n'a rien dit. Sa poitrine se serra au souvenir des yeux de Lucas. Pas en colère. Pas haineux. Juste rempli d'une tristesse silencieuse et douloureuse. Cette nuit-là, Andrew se tenait devant la porte de son fils. Il leva la main pour frapper, puis la laissa retomber. À l'intérieur, il entendit le léger grattement d'un stylo sur le papier, suivi du léger bruissement des pages. Il pressa son front contre la porte et murmura. « Lucas, si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis prêt à t'écouter. » Pas de réponse. Il resta là quelques minutes de plus, puis s'éloigna. De l'autre côté de la porte, Lucas était assis immobile. Il ouvrit le petit carnet, revint à la dernière ligne qu'il avait écrite. « Je suis désolé de ne pas avoir eu le courage de dire la vérité. Mais je ne te déteste pas. Je t'aime juste trop pour te le dire. » Il posa le stylo et serra le carnet contre sa poitrine. La lumière dans sa chambre est restée allumée. Mais à l'intérieur, tout était englouti dans les ténèbres. Cette nuit-là, Chicago a continué d'avancer. Les voitures passaient à toute vitesse. Les gens passaient dans un flou. Mais dans un appartement au 3e étage d'un vieil immeuble en ruine. 2 personnes, 2 mondes séparés, vivaient côte à côte. Séparés par un gouffre d'incompréhension et de douleur. Le lendemain matin, Andrew s'est réveillé avec un engourdissement sourd. Ses yeux étaient gonflés. Sa gorge est sèche. La maison était aussi calme que d'habitude. Mais aujourd'hui, le silence ne semblait pas seulement froid, il semblait obsédant. Il regarda autour de la table de la cuisine. Pas de vaisselle. Pas de pas. La porte de Lucas était toujours fermée. Les rideaux, tirés. C'était comme si cette pièce s'était isolée du monde. Dans l'esprit d'Andrew, Lucas murmurait « Je suis désolé » de la veille, rejoué encore et encore. Une voix calme résonna dans ses pensées. Il y a quelque chose que tu ne sais pas. Et pour la première fois depuis des semaines. Andrew ne voulait plus accuser. Il voulait comprendre la vérité. Il prit la boîte de médicaments à laquelle Lucas s'était accroché si fort la nuit précédente. Il l'a glissée dans son sac à bandoulière. Et j'ai pris le bus pour l'hôpital Northwestern Memorial. Où un vieil ami travaillait comme infirmière en chef dans l'unité de médecine interne. Margaret, quelques années plus âgée que lui, était énergique, parlait vite et avait l'œil vif. Quand elle a vu Andrew dans le couloir, elle a haussé les sourcils. « Andrew, que se passe-t-il ? On dirait que tu n'as pas dormi depuis une semaine. J'ai besoin de votre aide. » Andrew tendit la boîte. « Pouvez-vous découvrir de quel type de médicament il s'agit ?» Margaret l'ouvrit en fronçant les sourcils. À l'intérieur se trouvait un petit flacon avec un code QR et un numéro de lot, mais aucune étiquette commune. On dirait un médicament spécialisé. Je vais demander au pharmacologue clinicien. 15 minutes plus tard, Margaret est revenue avec un homme en blouse blanche, aux cheveux poivre et sel. Je suis le docteur Harris. Pharmacologie clinique. Vous cherchez à identifier un médicament? Oui. Mon fils, je suppose. Je comprends. Le docteur Harris a ouvert le flacon, l'a examiné, puis a saisi les données dans une base de données sur l'ordinateur latéral. Après quelques minutes, il leva les yeux. Voicecom. Ici Métazorin. Métazorine? C'est un traitement injectable pour un trouble rare de la coagulation sanguine. Également connu sous le nom de syndrome d'hypocoagulabilité auto-immune. Le patient a besoin d'injections quotidiennes pour maintenir la fonction de coagulation. Sauter plus de 3 jours pourrait entraîner une hémorragie interne, voire la mort. Andrew resta immobile. Ce n'est pas une drogue. Non. C'est un médicament biologique complexe. Nécessite une ordonnance spéciale. Très cher. Difficile d'accès. Seuls quelques hôpitaux spécialisés le proposent. Andrew sentit le monde s'effondrer sous lui. Mon fils s'injecte ça, tous les jours? Le docteur Harris le regarda, son expression s'adoucissant. Tu peux être fier. Peu d'adolescents peuvent gérer seuls une telle situation. Andrew fit un pas en arrière, ses genoux faillirent céder. Margaret lui attrapa le bras. Andrew, veux-tu que j'appelle quelqu'un pour toi?
Il secoua la tête, les yeux remplis de larmes. Je lui ai dit que je ne le voyais plus comme mon fils. Sur le chemin du retour, Andrew s'est assis en silence dans le bus 27. La lumière du soleil entrait par les fenêtres, mais elle n'apportait aucune chaleur. Ses mains tremblaient lorsqu'il sortit son téléphone. Une pensée le saisit. Il devait en savoir plus. Tout de suite. De retour à la maison, il se précipita dans la chambre de Lucas. Pour la première fois, il ne s'agit pas de chercher des preuves, mais de trouver des réponses. Il a soulevé l'oreiller. Il n'y a rien là-bas. Mais quand il ouvrit le tiroir sous le bureau, il a trouvé un dossier fin soigneusement rangé dans une enveloppe en papier jaune. Il l'a ouvert. À l'intérieur se trouvaient des documents de diagnostic clinique, portant clairement le nom de Lucas Carter, 15 ans. Date de l'examen, une semaine après le décès de Marie, la femme d'Andrew. Diagnostic, syndrome d'hypocoagulabilité auto-immune. Traitement, injection quotidienne de méthasorine, 2 ml par jour, par voie sous-cutanée ou intramusculaire. Remarque, nécessite une surveillance étroite. Un soutien psychologique est recommandé si la famille a récemment vécu une perte. Derrière cela se trouvait une copie d'un reçu, méthasorine, un flacon à $97. Total, 6 flacons à $582. Andrew s'effondra au sol. Sa vision se brouilla à cause des larmes. Sous les documents se trouvait un prospectus d'emploi à temps partiel de la boulangerie de Marie. Écrit à la main à l'encre bleue. De 5h à 8h, $4 l'heure. Étudiant bienvenu. À côté, une enveloppe remplie de reçus de pharmacie, soigneusement fermée avec du ruban adhésif. Sur l'enveloppe, d'une écriture jeune et tremblante. Si papa trouve ça, alors je suppose que je ne pourrai plus le cacher. Andrew se leva lentement et se dirigea vers le lit. La pièce, bien que inchangée, semblait désormais celle d'un étranger. Non pas parce que c'était différent, mais parce qu'il n'avait jamais vraiment vu il. Il s'assit au bord du lit et enfouit son visage dans ses mains. La première larme est tombée sans prévenir. Pas de sanglots. Pas de cris. Juste une onde silencieuse, se répandant dans son corps comme un brouillard froid et rampant. Ce garçon, il a porté ça tout seul pendant une année entière. Il travaillait avant l'aube. Il s'injectait pendant que je dormais. Gagnait quelques centimes, juste pour survivre. Et moi? Je l'espionnais, je l'accusais. Le poussant plus profondément dans un coin ombragé. Il se souvint de la phrase cruelle qu'il avait lancée comme une arme. À partir de maintenant, je ne te vois plus comme mon fils. Cette phrase est revenue comme une lame, mais cette fois, elle a poignardé son poitrine. Le vent faisait bruisser les pages des dossiers médicaux. La lumière de fin d'après-midi s'est posée doucement sur le sol. Dans cette pièce silencieuse remplie de documents et de poussière, un homme de 38 ans. Épuisé par le travail, brisé par le chagrin et dévasté par l'incompréhension. J'ai pleuré comme un enfant. Il s'étouffa en sanglotant. Lucas, tu as grandi et survécu, sans ton père. Andrew resta assis sur le lit de son fils. Sa tête était basse. Ses bras flasquent le long de son corps, comme si la vie avait été retirée de son corps. Dans son esprit, un flot de souvenirs s'entremêlait. Lucas souriant en brandissant un test avec une note élevée. Lucas tenant la main de sa mère une dernière fois à l'hôpital. Lucas, seul dans le noir, s'injecte, juste pour rester en vie. Maintenant, tout était clair. Pas de drogue. Pas de rébellion. Juste un enfant, luttant tranquillement contre une maladie rare. En deuil de sa mère. Terrifié à l'idée de devenir un fardeau pour un père déjà écrasé par la perte. Andrew se leva et ouvrit lentement le tiroir du bureau. À l'intérieur se trouvait une petite boîte en bois, avec Lucas écrit sur le couvercle à l'encre bleue délavée. Il l'a ouvert. Le doux parfum du vieux pain flottait. À l'intérieur se trouvaient des reçus de médicaments soigneusement pliés, classés par semaine. Un journal à couverture souple, usé et effiloché sur les bords. Une petite pochette en tissu contenant quelques pièces et billets en moins de $20. Un morceau de dentelle blanche, probablement découpé dans la chemise de sa mère, brodé avec le nom Marie. Andrew a pris le journal. Ses mains tremblaient. Son cœur battait fort, comme s'il le suppliait de passe pour l'ouvrir. Mais il l'a fait. Première page 3 novembre. Le médecin m'a dit que je devais m'injecter tous les jours. J'ai demandé, que se passe-t-il si je ne le fais pas? Il m'a regardé et m'a dit,
alors tu pourrais mourir plus tôt. Je n'ai pas peur. Mais je ne veux pas que papa le sache. Il a tourné les pages. 9 décembre. Aujourd'hui, j'ai cassé une fiole. J'ai dû marcher 3 kilomètres jusqu'à une autre pharmacie. Je ne suis pas rentré à la maison avant le retour de papa. Alors j'ai menti et j'ai dit que j'étais resté tard à l'école. Je déteste mentir. Mais si je dis la vérité, papa sera à nouveau triste. Comme le jour où maman est morte. Chaque page est plus profonde que la précédente. Pas de blâme. Pas de colère. Seulement des lignes calmes et prudentes, remplies de peur, d'effort et de l'espoir désespéré de dire un jour la vérité. Il a atteint l'entrée quasi finale, datée d'il y a 5 jours. Je me sens fatigué aujourd'hui. Après l'injection, je me suis senti nauséeux. Je suis peut-être surmené, mais je ne peux pas m'arrêter. Je ne peux pas me passer de médicaments. Je ne peux rien dire à papa. Maman me manque, mais papa me manque aussi, tel qu'il était avant de se mettre en colère contre moi. Et puis, sur la dernière page, dans une écriture plus petite et maculée. Si je pars tôt, je veux juste que papa le sache. Je ne le déteste pas. Je l'aime trop pour le dire. Le journal a glissé des mains d'Andrew. Il s'est effondré sur le petit bureau en bois, où son fils avait passé d'innombrables nuits à écrire ces lignes douloureuses et déterminées. Se battre pour rester en vie, comme un oiseau volant contre le vent. Et puis, les pleurs sont arrivés. Pour la première fois depuis des années, Andrew pleura. Pas pour sa femme. Pas pour la douleur silencieuse dans la maison. Mais parce qu'il avait presque perdu la chose la plus précieuse de sa vie. À cause de la peur, de la colère aveugle et d'un doute impardonnable. La nuit est tombée. Lucas n'était toujours pas à la maison. Andrew resta dans la chambre de son fils, la main posée sur le journal, les yeux fixés sur la petite fenêtre fermée. Il ne savait pas si c'était trop tard. Il ne savait pas s'il aurait une autre chance de réparer les dégâts. Vers 22 heures, la porte d'entrée s'est ouverte en grinçant. Lucas revint et entra aussi silencieusement que d'habitude. Il était sur le point de monter à l'étage lorsqu'il remarqua la lumière allumée dans sa chambre. « Papa ?» Aucune réponse. Il est entré. Là, sur le sol, le dos contre le lit, était assis son père. L'homme qui avait toujours été sévère, silencieux, inébranlable. Des larmes coulaient encore sur ses joues. Lucas se figea. Andrew leva les yeux. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Sa voix, rauque et cassante. « Je suis désolé. » Lucas n'a rien dit. Andrew se leva lentement. Il s'est rapproché. « J'ai lu ton journal. J'ai apporté le médicament à l'hôpital. Je sais tout maintenant. » Lucas recula légèrement, sa main tremblante. « Êtes-vous en colère contre moi ? » Non. La voix d'Andrew se brisa. « Je suis en colère contre moi-même. » Il tomba à genoux et baissa la tête, incapable d'arrêter ses larmes. J'étais aveugle. Tout ce que je ressentais, c'était de la peur, et je n'ai jamais essayé d'écouter. Tu as porté ça seul. Et tout ce que j'ai fait, c'est accuser, douter, te blesser. Lucas s'assit, serrant la boîte à médicaments dans son sac à dos. Ses yeux brillaient. Je ne voulais pas que tu en portes plus. Après la mort de maman, je savais que tu étais déjà très fatigué. Andrew a pris son fils dans ses bras, pour la première fois depuis plus d'1 an. Il le serra fort, comme si le lâcher signifiait le perdre à nouveau. À partir de maintenant, murmura-t-il, tu n'as plus à faire ça seul. Quelle que soit votre maladie. Quoi que la vie nous réserve. Je suis toujours ton père. Lucas s'enfouit dans la poitrine de son père en sanglotant. Et ils pleurèrent ensemble. Dans une pièce qui avait vu tant de douleur. Et maintenant, enfin, le retour silencieux de l'amour a eu lieu. Pas de mots. Pas de précipitation. Juste le doux rythme de 2 cœurs qui se retrouvent l'un vers l'autre. Cette nuit-là, Andrew n'a pas dormi. Il est resté dans la chambre de Lucas jusqu'au matin. Regarder son fils se reposer enfin paisiblement pour la première fois depuis des semaines. Sur le bureau, le journal était ouvert, ses pages flottant dans la douce brise nocturne. Et Andrew, avec ses cheveux en bataille et ses yeux injectés de sang, savait que demain, il recommencerait. En retard, oui. Mais pas aussi en retard. La lumière du matin se glissait à travers la fenêtre de la chambre de Lucas.
La première vraie luminosité après une longue et douloureuse obscurité. Une douce brise agitait les pages encore non écrites du petit journal. Lucas continua à dormir, respirant régulièrement. Son visage, pour la première fois depuis des mois, était libéré de toute tension. Andrew s'assit sur le bord du lit. Ses yeux ne quittaient jamais son fils. Il était resté debout toute la nuit. Pas par culpabilité cette fois, mais par espoir. Quand Lucas remua et ouvrit les yeux, la première chose qu'il vit fut le visage de son père qui le regardait. Pas avec suspicion. Pas avec jugement. Mais avec remords. Et l'amour. « Papa » murmura Lucas. Andrew n'a pas répondu avec des mots. Il s'est simplement penché et a enveloppé son fils dans ses bras. Serré. Assez serré pour être sûr qu'il ne disparaisse plus. « Je suis désolé, Lucas. Je suis désolé du fond du cœur. » Lucas resta silencieux un long moment, puis répondit doucement. « Je pensais que tu ne me regarderais plus jamais comme ça. J'avais l'habitude de penser que tu étais un fardeau, quelque chose de lointain. Mais ce n'est pas vrai. Tu es la seule chose qui m'a gardé en vie après le décès de maman. » Lucas s'étouffa, puis se remit à pleurer. Andrew le serra plus fort. « À partir d'aujourd'hui, dit-il, je ne te laisserai plus te battre seul. Quoi qu'il arrive, toi et moi, nous sommes une équipe. » Cet après-midi-là, Andrew a emmené Lucas au Rush University Medical Center, où ils ont rencontré les spécialistes en hématologie de l'hôpital. Et pour la première fois depuis longtemps, ils avancèrent ensemble. Dans la salle d'examen, après avoir examiné le dossier médical de Lucas et les résultats de laboratoire précédents qu'il avait recueillis lui-même, le docteur Jamson, un homme âgé au regard bienveillant, a pris la main de Lucas et lui a dit « Vous avez fait un travail incroyable, mais ce n'est pas une bataille que vous devez mener seul. » Andrew était assis à côté de son fils, les yeux lourds de regret. « Je pensais que mon enfant se faisait du mal, mais il s'avère que c'est moi qui dois réparer ce que j'ai cassé. » Le docteur Jamson hocha doucement la tête. « Vous avez encore du temps tous les deux. Et nous serons là pour vous accompagner dans ce chemin. » Quelques jours plus tard, le docteur Clara, jeune médecin du service international de l'hôpital, a rencontré Andrew et Lucas en privé. L'histoire de Lucas avait été transmise à l'association Heart of Hope, qui proposait un programme de parrainage pour les enfants de moins de 18 ans atteints de maladies sanguines rares. « Vraiment ?» Andrew se leva, une lueur d'espoir dans la voix. « Ils viennent de m'envoyer la confirmation aujourd'hui, » a déclaré le docteur Clara. « À partir de la semaine prochaine, Lucas recevra de la méthasorine gratuitement, à vie. » Lucas regarda son père avec incrédulité. Andrew, stupéfait, tendit la main vers son fils. « Tu vois ? On n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. » Le lendemain, Andrew demanda à abandonner son travail de nuit. Le salaire était inférieur, mais cela lui était égal. Les économies laissées par Marie et le capital retraite anticipé de sa mère suffisaient à couvrir les dépenses pour le moment. Il a donc contacté Raymond, un vieil ami qui tenait un atelier de réparation à proximité. Le petit garage de Market Street avait récemment changé de propriétaire. « Je n'ai pas besoin de grand-chose, Raymond. Juste d'un petit coin. Assez pour travailler, assez pour rester près de mon fils. » Raymond le regarda et lui tapota l'épaule. « Prends tout. Je vieillis. Je n'en ai plus besoin. Quand un homme veut réparer quelque chose de ses propres mains, qu'il le fasse. » Et seulement une semaine plus tard, Andrew a officiellement rouvert le garage sous un nouveau nom, Main Propre Auto. Le magasin était proche de chez moi, à seulement 2 pâtés de maison de l'école de Lucas. Chaque matin, Andrew préparait lui-même le petit déjeuner, puis se tenait devant la chambre de Lucas avec un petit sourire. « Qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui ? J'ai appris à faire des œufs à la coque. » Lucas le regarda et sourit pour la première fois depuis plusieurs mois. « Où as-tu appris ça ? » ? « En ligne. Mais j'ai fait cuire les œufs de tout mon cœur. » L'après-midi, après les cours en ligne, Lucas s'asseyait à la table en bois de l'atelier de réparation, dessinant une nouvelle enseigne pour le garage de son père. « Papa, je pense qu'on devrait ajouter une petite ligne en dessous. » Que dirait-il ? Lucas réfléchit un instant, puis écrivit lentement avec un stylo de calligraphie. « Ici, on ne répare pas les voitures. On répare ce qui est cassé. » Andrew fixait son fils, sans voix. Ses yeux étaient piqués de larmes. Un mois passa. Lucas reprit des forces.
Il devait encore s'injecter des médicaments quotidiennement, mais il ne se cachait plus. Andrew l'aidait à se préparer, à désinfecter, à vérifier l'heure. Chaque fois, Andrew lui tenait la main et lui racontait une anecdote pour le distraire. À l'époque, je m'évanouissais rien qu'en regardant une seringue à l'hôpital. Lucas a ri. Et maintenant, tu m'apprends à essuyer l'alcool à un angle parfait de 90 degrés. Ça montre bien que les gens peuvent changer s'ils savent qu'ils ont tort. Le soir, Andrew et Lucas dînaient ensemble. Fini les distances. Fini les silences rageurs. Ils partageaient leurs repas, leurs souvenirs et les prémices d'une nouvelle confiance. Lucas s'est remis à dessiner lui aussi. Pour la Saint-Jean, Andrew lui a offert un coffret d'aquarelle professionnel. Pour l'artiste préféré de papa, a-t-il dit. Lucas leva les yeux, étonné. Tu savais que je voulais toujours dessiner. Je savais que tu avais épuisé tous les brouillons de papier pour dessiner des portraits de maman. J'avais juste oublié comment les voir. Un après-midi, Lucas entra dans l'atelier avec un petit tableau encadré à la main. Il le brandit, un peu gêné. Papa, j'ai peint ça. J'aimerais l'accrocher au comptoir. Andrew s'essuya les mains et sortit. Le tableau représentait deux personnages, un homme tenant dans ses bras un jeune garçon qui s'injectait. Derrière eux, deux ailes de lumière douce, larges et protectrices. Sous le tableau, il y avait juste deux mots. Merci. Et en dessous de ça. Merci de ne pas lâcher prise. Andrew ne pouvait pas parler. Il prit son fils dans ses bras et le serra longtemps. La nouvelle du voyage incroyable d'Andrew et Lucas commença à se répandre dans le quartier de Little Village. Quelques semaines plus tard, tout commença par un article touchant dans l'édition dominicale du Chicago Tribune, dans la section Vie et Humanité. Titre, Du doute à l'amour, un père apprend à aimer avant qu'il ne soit trop tard. L'article a été écrit par une jeune journaliste nommée Martha Reed, qui était passée main propre auto. Elle voulait faire changer un pneu et a entendu Andrew parler du journal de son fils. Martha a demandé la permission d'écrire l'histoire. À sa publication, tout le quartier a été en effervescence. Pour la première fois depuis longtemps, les gens se sont arrêtés, ont respiré et se sont demandé. Ai-je vraiment écouté les gens que j'aime? Ce matin-là, alors qu'Andrew essuyait la porte vitrée du magasin, Madame Catherine, la vendeuse de billets de loterie qui s'asseyait toujours au coin de la rue, s'arrêta. Andrew, j'ai lu l'article. J'ai pleuré toute la matinée. Tu es un père merveilleux. Andrew essuya la sueur de son front, troublé. Je ne suis pas un père formidable. Je suis juste un père qui a failli perdre son fils, et qui a eu la chance d'avoir encore du temps. Après la publication de l'article, Lucas a reçu des centaines de messages d'encouragement de la part d'anciens camarades de classe, d'anciens professeurs, et même d'inconnus. Un après-midi, un groupe de lycéens s'est présenté devant la boutique, portant une grande toile signée par tous. Pour Lucas, notre inspiration. Nous sommes fiers d'avoir étudié avec toi. Lucas tenait la toile, les mains tremblantes. Papa. Je n'ai jamais pensé que je méritais que quiconque se souvienne de moi. Tu as vécu plus honorablement que des gens 10 fois plus âgés que toi, Lucas. Ce n'est pas seulement l'amour qui leur est venu. La vérité a aussi éclaté au grand jour. Et ceux qui les avaient autrefois blessés par des paroles cruelles devaient désormais en subir les conséquences. Un jour, Madame Isabelle, la voisine qui avait autrefois répandu la rumeur selon laquelle Lucas était toxicomane, s'est présentée à la porte du magasin. Elle tenait un sac de viennoiserie à la main. Je veux m'excuser. Andrew la regarda calmement. Tu n'as pas besoin d'apporter de viennoiserie. Ne parle simplement pas des autres si tu ne les comprends pas. J'ai eu tort. Lucas sortit. Il ne dit rien. Il hocha simplement la tête. Sans colère. Sans rejet. Son pardon silencieux fit monter les larmes aux yeux de Madame Isabelle. Même l'ancienne enseignante de Lucas, qui avait déclaré un jour sans détour, il n'ira nulle part s'il reste attaché à une seringue, a dû faire face à des réactions négatives après que son commentaire a refait surface dans la section des commentaires de l'article. Thomas, le responsable du quartier, a été contraint de se présenter devant le comité résidentiel et de présenter des excuses publiques. Il parlait à voix basse et les yeux baissés. J'ai mal jugé un enfant. Et j'ai mal jugé un père. Lucas n'a pas assisté à l'audience. Mais lorsqu'il a visionné l'enregistrement plus tard, il a simplement déclaré. Ça suffit. Je n'ai pas besoin qu'il s'agenouille.
Je veux juste que les gens comprennent que toutes les seringues ne signifient pas quelque chose de honteux. Inspirée par leur histoire, la communauté a aidé à créer une petite organisation à but non lucratif appelée Main Jointe, un fonds qui soutient les étudiants atteints de maladies rares en leur donnant accès à des médicaments et à des soins psychologiques. Lucas a été choisi comme visage de la campagne. Il a peint une grande œuvre, un arbre dénudé perdant ses feuilles à côté d'un jeune arbre vert et frais, symbolisant le lien entre parents et enfants, toujours unis même lorsqu'ils semblaient autrefois si éloignés. Andrew a également commencé à accepter des invitations pour prendre la parole dans des lycées locaux. Lors de sa première intervention, il se tenait sur scène, nerveux, la voix rauque. Un jour, j'ai manqué d'écouter mon fils. Et j'ai failli le perdre. On n'a pas besoin d'enfants parfaits. Il faut juste apprendre à écouter avant qu'il ne soit trop tard. Lors de sa deuxième conférence, un étudiant s'est levé et a demandé. « As-tu toujours peur de perdre ton fils ?» Andrew sourit. « Non. Depuis que mon fils m'a serré dans ses bras et m'a pardonné, je sais que nous nous sommes vraiment trouvés. » L'auditorium tout entier s'est levé pour applaudir. La vie entre père et fils s'installa dans un rythme calme et régulier. Lucas continuait à s'injecter des médicaments tous les matins, mais sans se cacher ni avoir honte. Après chaque injection, il peignait un petit dessin pour exprimer ses sentiments du jour. Un matin, il dit à son père. « Chaque injection est un coup de pinceau dans le tableau de ma vie. » Andrew s'est ébouriffé les cheveux. « Et c'est moi qui tiendrai ta palette. Je ne laisserai pas une seule goutte se perdre. » À la fin de l'année, Lucas a reçu une bourse d'art en ligne d'une académie du Royaume-Uni. Il a soumis un portfolio de peinture exprimant son parcours émotionnel à travers la maladie et la survie. Parallèlement à cela, Lucas a écrit une lettre en anglais américain et britannique, se terminant par ces mots. « Si vous avez déjà pensé n'être qu'un fardeau, regardez ceux qui choisissent de rester à vos côtés. Ils n'ont pas besoin que vous soyez parfait. Ils ont juste besoin que vous existiez assez longtemps pour apprendre à vous aimer. » Lucas Carter. Sur le bureau de Lucas se trouvait un nouveau dessin. Un père et son fils parcouraient le quartier de Little Village à vélo. Dans le ciel, un nuage se dessina sur le visage doux et souriant d'une femme, Marie. En dessous, écrit à la main. « Nous sommes toujours là et nous allons bien, grâce à toi, maman. » Andrew n'avait plus peur de perdre son fils. Car il savait qu'à partir du moment où ils s'étaient serrés l'un contre l'autre dans la pénombre du couloir, ils s'étaient véritablement retrouvés non seulement par le sang, mais par choix. Le choix de pardonner. Le choix de rester. Le choix d'aimer, même tard. Cette histoire nous rappelle avec force l'importance de l'écoute, de l'empathie et de la compassion au sein d'une famille. Ne laissons jamais le silence et la suspicion prendre le dessus sur une situation encore fragile. Les enfants n'ont pas besoin de parents parfaits. Ils ont juste besoin de quelqu'un prêt à les soutenir. Et parfois, ce qui ressemble à un acte répréhensible est en fait un acte de survie silencieux. Choisissez la confiance. Choisissez de demander, pas de juger. Parce que certaines excuses, si elles sont tardives, risquent de ne jamais atteindre les oreilles auxquelles elles sont destinées. Et certaines expressions d'amour, lorsqu'elles ne sont pas exprimées, peuvent être perdues à jamais. Si cette histoire vous a touché, nous vous invitons à l'aimer et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous inspire à continuer de partager des histoires humaines et significatives presque tous les jours. Nous sommes vraiment reconnaissants. À bientôt.